Salut à tous, ici le Baron of Mourk. Alors je vais enfin réussir à sortir cette vidéo avec un mois de retard, mais vous connaissez sans aucun doute l'expression « mieux vaut tard que jamais ». Et du coup, je m'y mets sans attendre. Donc cette semaine, pour finir notre tour d'horizon des QED, on va causer en détail du système à longue portée. J'ai nommé le Snare. Ainsi que de l'unique vaisseau à en être actuellement doté, j'ai nommé le Mantis. Pour ceux d'entre vous qui pourraient débarquer pour la première fois sur cette vidéo, et si vous êtes intéressé par le Mantis, je vous conseille franchement de la mettre en pause immédiatement après l'intro et aller voir la vidéo du premier épisode, dont le lien devrait s'afficher en haut à droite de votre écran pour visionner la première partie qui traitait de manière générale du Quantum Travel, des QED et surtout du Dampener dont le Mantis est lui aussi équipé. Mais revenons au Snare. Ah, il s'agit d'un équipement qui a toujours été controversé dans le jeu. Depuis sa sortie en 3.7, et comme à chaque fois lorsqu'il s'agit de la release d'une fonctionnalité qui sert potentiellement le gameplay illégal et le PVP, les gens s'écharpent inlassablement pour savoir si la mécanique est arrivée trop tôt, si les PNJ sont encore incapables d'assurer la sécurité, si le système est trop OP, la bulle trop grande, trop petite, ou encore comment allons-nous bien pouvoir jouer tranquillement quand tous les autres joueurs avec nous sur un serveur vont passer leur temps à installer des snares absolument partout. Parce que ça tombe sous le sens que c'est forcément ce qui va se passer. Bien évidemment, tous ces discours apocalyptiques n'ont servi qu'à noircir quelques milliers de lignes, brasser du vent et sculpter de l'air chaud. 2 ans plus tard, le Mantis est un vaisseau que l'on ne croise que très rarement dans le verse entre les mains d'un joueur, et je ne pense pas trop me tromper en affirmant que ceux qui n'ont aucune idée de comment fonctionne un snare sont légion, et que ceux qui ne savent même pas ce que c'est que le Mantis doivent être à peine moins nombreux. Non, là j'exagère. À peine. Enfin, si ce qui vous botte dans le jeu est la piraterie, alors le Mantis est un outil incontournable. Bien évidemment en groupe, là où il brille le mieux en synergie avec d'autres vaisseaux, car le Mantis est avant tout un vaisseau de support, qui n'est pas très adaptable dès qu'on lui demande de faire autre chose que ce pourquoi il a été conçu. Mais il peut aussi parfois être utilisé en solo contre certaines cibles particulièrement faibles. Je le répète, mais il est l'unique vaisseau du jeu pour le moment à être équipé du Snare. Et l'on va voir aussi dans cette vidéo que le Snare n'est pas une plaisanterie lorsque l'on parle de QED. Bref, sans plus tarder, on est parti. Alors, pour commencer, on va voir comment mettre le Snare en route. C'est un peu plus complexe qu'avec le Dampener. Comme d'habitude, passez en mode interaction en maintenant F et regardez sous votre tableau de bord. Le Mantis est équipé de 2 systèmes de QED, Dampener et Snare. Vous aurez donc 2 endroits pour interagir, un à gauche et un à droite. Commencez par allumer l'équipement en cliquant indifféremment que cela soit à gauche ou à droite sur QED On. Une fois lancé, vous verrez le dos du Mantis s'ouvrir et révéler l'imposant engin qui prend toute la partie arrière du vaisseau. Le générateur de QED commencera à tourner et produire un son de machinerie, tandis que votre signature EM augmentera alors d'un coup jusqu'à atteindre une valeur d'environ 11 500. Cela fait, vous aurez désormais l'option de cliquer sur QED Off pour tout éteindre, Q Dampener Activate à droite pour enclencher immédiatement le Dampener, ou enfin Q Snare Charge à gauche pour démarrer le chargement du Snare. En effet, le Snare doit être chargé au préalable, et cela nécessitera 30 secondes pendant lesquelles vous verrez une jauge sur le côté droit de votre UI se remplir jusqu'à 100%, tandis que dans le même temps, votre signature EM augmentera encore, et cette fois-ci progressivement jusqu'à une valeur d'environ 14 900. En repassant en mode interaction, vous aurez également une nouvelle option disponible qui vous donnera la possibilité de simplement décharger le Snare sans l'avoir initialisé. On va voir un peu plus loin que cette option peut avoir son importance. Maintenant, une fois le Snare entièrement chargé,
Pour l'initialiser, repassez de nouveau en mode interaction et cliquez sur Q Snare Initiate. Ou, étant donné que le QED est considéré comme un système d'armes, vous serez aussi capable de déployer le snare en cliquant sur votre gâchette secondaire. Pour ceux en clavier souris, c'est simplement un clic droit. Alors, cette partie de l'implémentation faite par CIG a quelques manquements, et c'est le moins qu'on puisse dire. Par exemple, la gâchette secondaire fonctionne pour lancer le snare, mais pas le dampener. Deuxième petit détail pervers, recliquer sur la gâchette secondaire après avoir initialisé le snare l'éteindra immédiatement, ce qui potentiellement peut causer certains désagréments que l'on va voir juste après. Dans tous les cas, lorsque vous initialiserez le snare, vous verrez des limbes rouges se déployer depuis votre vaisseau et de nouveau un son se fera entendre. Entre parenthèses, il est généralement décrit par les amoureux du Mantis comme le son le plus bandant du jeu. Mais je vous laisse en juger. Une fois de plus, l'icône comme quoi votre Quantum Drive est bloqué apparaîtra aussi dans le coin supérieur droit de votre écran. Et en prime de votre très importante signature radar EM, qui fera apparaître votre chevron d'assez loin à tous les autres vaisseaux qui se trouvent dans la zone, une énorme bulle d'énergie rouge caractéristique signalera votre présence visuellement jusqu'à 4 ou 5 km de distance. Prudence! Si celui que vous essayez de piéger décide de combattre plutôt que de s'enfuir, alors faites attention car vous serez certainement la cible qu'il va privilégier en premier. Après tout, à cet instant, le Mantis est sûrement à l'origine de tous ces problèmes existentiels. Maintenant, pour finir ce chapitre, une fois qu'il a été initialisé, la seule manière d'arrêter le snare est de l'éteindre. À nouveau, vous pourrez passer par le mode d'interaction et choisir l'option Q Snare Cancel, ou simplement cliquer sur votre gâchette secondaire. Quand il aura été éteint, tout reviendra à la normale, mais l'important c'est que vous devrez patienter pendant un refroidissement de 2 minutes avant d'être capable de relancer un système QED quel qu'en soit le type. À ce propos, le fait d'entrer dans une green zone éteindra aussi automatiquement votre snare, comme nous l'avons expliqué la semaine dernière, donc prenez garde lorsque vous vous approchez des avant-postes ou des stations, parce que vous pourriez vous retrouver, sans le vouloir, bloqué dans une longue séquence de cooldown qui risquera de faire avorter votre attaque. Par professionnalisme, lol, je suis tout de même allé vérifier les distances sur la 3.15. Les green zones avec un snare font les tailles suivantes. Pour un avant-poste, environ 30 km et pour Everus Harbor, environ 41 km. En opération, ce ne sont pas des petites distances. Nous avons donc vu pourquoi le dampener peut avoir un intérêt quand la cible se trouve dans une armistice zone et en raison des green zones qui nous empêchent de nous approcher d'un avant-poste avec un snare en fonctionnement. Mais laissez-moi maintenant vous présenter la toute-puissance de cet équipement si aucune green zone ne vient empiéter sur nos plates-bandes. Une fois activé, le snare créera une bulle de QED de 20 km d'envergure autour de votre Mantis. 40 km de part en part. 10 fois plus donc que le dampener, et vous comprenez maintenant que je ne parle pas de système à longue portée juste pour faire un effet de style. De même qu'avec le dampener, tous les vaisseaux situés à l'intérieur de la bulle, Mantis compris, verront leur Quantum Drive bloqué et incapables de refaire un saut quantum avant d'avoir quitté les limites du snare en vol conventionnel grâce à leur moteur à hydrogène. Comme avec le dampener, certaines personnes considèrent que cette distance n'est pas suffisante, mais cette fois-ci, je ne suis pas vraiment d'accord avec eux. Dans les scénarios de poursuite, 20 km est absolument énorme, et même pour un vaisseau plus rapide que le Mantis, comme le Mercury Star Runner, cela prendra presque 5 minutes à ce dernier pour sortir de la bulle depuis le centre. Plus de temps qu'il ne faut à des intercepteurs pour s'occuper de lui. Deuxièmement, à quoi peut bien servir une bulle de snare plus grande si vous n'êtes même pas capable de détecter les vaisseaux qui se trouvent à l'intérieur car leur signature radar est trop faible pour ce faire. On a déjà le problème par moment avec une bulle de 20 km si l'on attrape des vaisseaux un peu furtifs.
Enfin, leur argument phare est souvent de pointer du doigt la seconde fonctionnalité du snare, dont je n'ai pas encore parlé, mais à coup sûr l'élément le plus important le concernant, et qui est sa capacité à sortir de force un vaisseau en plein milieu d'un quantum travel si la trajectoire de ce dernier intersecte avec la bulle du snare. Pas besoin de vous faire un dessin, sortir et piéger, c'est le combo mortel des deux fonctionnalités du snare. Après tout, snare en anglais désigne un piège du même type que les collets dont on se sert pour attraper les lapins, et que l'on pose sur les chemins pour les prendre quand ils passent. Ça décrit parfaitement le tableau. Ceux qui souhaitent une bulle plus grande, souvent mettent en avant le fait que 20 km de rayon est absolument ridicule lorsque l'on parle de distances de dizaines de milliers de kilomètres entre les lunes ou de dizaines de millions de kilomètres entre les planètes. Mais l'argument ne tient pas debout. Que faut-il faire? Doubler la distance? 40 km est aussi ridicule que 20. Quoi? 100 km? Ridicule. 1000 km? Un peu de sérieux. De toute façon, comme je l'ai dit plus haut, avoir une trop grande bulle dans laquelle vous n'êtes même plus capable de détecter les vaisseaux qui s'y trouvent en même temps que vous n'a aucun intérêt. Le snare n'est pas un bazooka pour attraper les mouches, c'est plutôt un outil qui demande de la finesse et du doigté, un peu comme les baguettes chinoises. Placez-le comme un bourrin et vous ne prendrez jamais rien. Déployez-le au bon endroit et au bon moment et vous attraperez votre cible à tous les coups. Et c'est ce que l'on va détailler dans le prochain chapitre. Ah, comment placer son snare pour que le poisson morde? Vaste et complexe question. Et je vais être franc, il n'y a pas de recette miracle, et la chose ne s'apprend pas en 5 minutes ou simplement en regardant une vidéo. C'est d'ailleurs certainement la raison pour laquelle aussi peu nombreuses sont les personnes qui utilisent vraiment le mantis. Mais d'un autre côté, la chose n'est pas non plus totalement hors de portée. Il est possible de faire des calculs savants pour savoir exactement où se placer, à quelle distance de telle ou telle planète, et si vous êtes intéressé par ce genre de truc, je vous mets tout de suite un lien vers Space Cutlet, qui a vraiment bien traité le sujet à fond dans une vidéo masterclass en anglais. Mais franchement, pour être honnête, d'un point de vue pratique, la trigonométrie ne sert pas vraiment à grand chose pour le moment. En ce qui me concerne, je n'ai plus touché aux maths depuis le lycée, ce qui remonte à plus de 20 ans, et déjà à l'époque, j'étais une buse en calcul. Mais comme je l'ai dit, placer son snare comme un bourrin entre deux planètes, ou entre une lune et sa planète mère, même après avoir mathématiquement calculé son coût, ça ne vous mènera pas bien loin. Le snare pour le moment, c'est pas mathématique, c'est artistique. L'important, c'est le coup d'œil. Ça le deviendra peut-être, mais pour l'heure et dans l'état actuel du jeu, avec seulement 50 joueurs par instance, le trafic n'est tout simplement pas suffisant pour rendre ce type d'opération viable. Et vous risquez d'attendre des heures sans jamais croiser personne, même entre deux destinations très populaires comme par exemple Crusader et Hearthstone. Et si malgré tout par hasard vous chopez quelqu'un, il y a de grandes chances qu'il ne s'agisse pas d'une cible intéressante en ce qui concerne la piraterie. La vidéo que vous voyez en fond est le parfait exemple pour illustrer mon propos. Il s'agit de l'une des opérations que Mongrel Squad avait mise sur pied lors de la semaine de l'Invictus Week de cette année, où certaines marchandises étaient disponibles en large stock et de nombreux vaisseaux cargo pleins faisaient la navette entre les différentes planètes de Stanton. À plusieurs reprises, nous avons installé des blocus couvrant tous les accès à une planète, que ce soit autour de Crusader, Microtech ou ArcCorp. Ou encore comme ici, avec 3 mantis qui couvraient à la fois l'arrivée de Hearthstone en provenance des 3 autres planètes du système. Vous savez combien de Hercule on a chopé de cette manière? 0. Pourtant, il doit bien y avoir une manière, parce que nous arrivons bien à attraper des cibles. Eh bien, c'est en respectant 2 principes de base de la piraterie aujourd'hui. 1. Envoyer des éclaireurs, et détecter vos cibles le plus en amont possible de l'attaque. 2. Savoir par quelle route la cible a le plus de probabilité de passer. Tout simplement, lorsque vous êtes couvert pour ces 2 facteurs, c'est pas si compliqué. Enfin pas tout simplement, je le sais bien.
Cela nécessite d'une part du personnel et d'autre part une grande connaissance de la méta dans des gameplays comme le minage ou le trading. Mais c'est sans conteste la méthode qui marche le mieux et avec laquelle vous n'attendrez pas pendant des heures. La cible est un prospecteur qui va miner sur Lyria, ou un freelancer plein de Containium à Arkel 1. Ou encore il s'agit d'un caterpillar rempli de laranite posé à Bezdek. Celui-ci est plein de medical supply à Deakins Research Outpost. Celui-là est chargé à bloc de titanium, fluorine et gold à Humboldt Mine. Si vous êtes capable de connaître la prochaine destination de toutes ces cibles, alors vous n'avez plus qu'à installer votre snare quelque part sur leur chemin de retour et le tour est joué. Connaître toutes ces choses demande du temps et de l'expérience. Il n'y a pas de recette magique et je ne ferai pas de vidéo là-dessus. D'une part parce qu'elle durerait 3 heures, et d'autre part parce que la méta évolue. Vous devrez faire vos propres recherches, de préférence en utilisant les mêmes outils que ceux qu'utilisent déjà vos cibles. Principalement les vidéos qu'elles postent sur YouTube, ainsi que les banques de données internet comme Galog ou SC Trade Tools. Lien dans la description. Bon, ok, je ne vais pas vous abandonner en rase campagne pour autant. Voici quelques tips qui vous éviteront des déconvenues malheureuses lorsque vous serez en plein milieu de l'action et que vous devrez prendre une décision rapidement. Souvent, les gens pensent qu'il faut toujours placer le snare près du point d'arrivée de la cible. Ça n'est pas toujours vrai. Il est important de comprendre quelle est la forme du déplacement de votre cible, entre son point de départ et son point d'arrivée, pour déterminer au mieux où vous vous placez le long du chemin. Il existe 2 sortes de déplacements, de sphère à point et de point à point. Première sorte, si votre cible se trouve sur une lune ou une planète, vous ne connaîtrez pas forcément quel sera son point de départ. Il est possible qu'elle fasse un saut directement, il est possible qu'elle passe par un OM avant de faire un second saut vers le point d'arrivée, etc. Alors dans ce cas-là, le départ sera une sphère, et le déplacement en quantum travel pourra potentiellement suivre une infinité de vecteurs formant un cône. Dans ce cas de figure, vous devrez en effet placer votre mantis aussi près que possible du point d'arrivée en prenant 3 choses en considération. 1. Ne pas être trop près pour ne pas permettre à la cible de s'enfuir en vol conventionnel et d'aller se cacher dans une potentielle armistice zone. Par exemple, à seulement 60 km d'une station sur un point de Lagrange. 2. Vous vous approchez d'une planète, d'une lune ou d'une station et vous vous retrouvez dans la zone de surveillance de son com-arrêt, ce qui vous fera prendre une amende de 8000 alpha UEC lorsque l'interdiction aura lieu. Avec une amende de 16 000 alpha UEC, vous prendrez un crime stat 1. Et rappelez-vous que tant que vous garderez votre cible piégée dans le snare, les amendes continueront à s'accumuler. Enfin 3, vous approchez trop près d'une planète ou d'une lune et alors entrez dans son orbite. Cela signifie tout simplement que sans vous en rendre compte, vous commencerez à tourner de manière synchronisée et géostationnaire. Faites toujours bien attention de ne jamais terminer un saut quantum jusqu'au bout lorsque vous vous approchez d'un corps céleste. La taille de l'orbite est changeante selon la taille des astres, mais elles peuvent faire plusieurs milliers de kilomètres de rayon. Si vous êtes pris dans l'orbite, alors votre vaisseau, même à l'arrêt, parcourra plusieurs dizaines voire centaines de kilomètres en quelques secondes. Un petit conseil, arrêtez-vous simplement avant d'atteindre la zone de com-arrêt et vous serez certain de ne pas avoir pénétré l'orbite. C'est un coup de main à prendre. Du coup, pour résumer, les 2 premières considérations sont seulement pratiques, et il vous arrivera de ne pas pouvoir faire autrement. Mais la 3e est stricte. Si vous foirez votre coup à cause de cela, vous ne piégerez jamais votre cible. Parce que lorsqu'elle sortira de son quantum travel, vous et votre snare, vous vous serez déjà certainement translaté à quelques centaines de kilomètres de là. Une autre chose importante lorsque vous ne savez pas vraiment de quel endroit de la sphère votre cible partira, c'est d'être certain de vous trouver sur la ligne médiane entre le centre de la sphère et le point d'arrivée. Si vous partez d'un point de la sphère mais que votre cible part d'un tout autre point, il est possible quand la distance est courte que la trajectoire de votre cible n'intersecte pas avec votre bulle de 20 km. Ce problème vous forcera parfois à faire un aller-retour pour être certain d'être au plus proche de la ligne médiane et ainsi être certain d'intercepter la cible d'où qu'elle parte autour de la sphère.
Maintenant, la seconde sorte de déplacement est de point à point. C'est lorsque quelqu'un fait un déplacement où le départ est un point qui n'est pas en mouvement. Une station sur un point de Lagrange par exemple. Le déplacement en quantum travel suivra donc un vecteur en ligne droite, jusqu'au point d'arrivée, et pour piéger cette personne dans un snare, vous pourrez simplement vous placer à n'importe quel endroit le long de ce vecteur. Mon conseil est malgré tout, puisque très souvent vous serez pressé par le temps, et que le snare nécessite d'être chargé, de vous placer au début du vecteur. Mais si possible, à plus de 100 000 km minimum du point de départ. Pourquoi cela ? Eh bien, parce que lorsque votre cible enclenchera son bond, elle commencera immédiatement à se déplacer, mais elle sera aussi bloquée dans la séquence du jeu de lancement du Quantum Travel, durant laquelle elle ne pourra pas être interrompue. Si vous êtes trop près du point de départ, la cible passera au travers de votre snare sans même s'en rendre compte. Parfois, respecter la règle des 100 000 km ne sera pas possible, entre une lune et une planète par exemple. Mais l'interdiction fonctionnera quand même parce que dans ce cas-là, le Quantum Travel du départ à l'arrivée sera beaucoup plus lent. Alors, un autre tips, bien que j'ai dit tout à l'heure que le départ d'une lune ou d'une planète était un déplacement de sphère à point, ça n'est pas toujours vrai. Il est aussi possible de considérer le départ d'un OM comme un point. Mais attention, car un OM gravite et tourne en même temps que la planète ou la lune à laquelle il appartient. Sauf que cela sera moins important si c'est le point de départ qui se déplace plutôt que le point d'arrivée. Cependant, si vous faites une interdiction de points à points en considérant un OM, alors vous devrez le faire juste avant que la cible passe par cet OM. Un exemple pratique, votre cible se trouve à un avant-poste et vous savez qu'elle va passer par un OM car c'est son unique moyen d'avoir une ligne de mire vers sa destination finale. Vous attendez à l'OM en question et vous chargez votre snare tandis qu'un éclaireur surveille la cible au sol. Lorsque la cible décolle et est prête à sauter vers l'OM où vous vous trouvez, vous lancez votre Quantum Travel vers sa destination, puis vous coupez quand vous êtes assez loin et vous déployez immédiatement le snare. La position de votre cible lorsqu'elle arrivera à l'OM sera légèrement différente de celle qui était la vôtre lorsque vous y étiez encore, mais pas suffisamment, et si le timing est correct, vous devriez malgré tout la piéger dans la bulle du snare. Même chose si la cible a une ligne de mire immédiate sur son point d'arrivée depuis l'avant-poste à laquelle elle se trouve, comme dans la vidéo que je vous montre depuis tout à l'heure. À nouveau dans ces cas-là, inutile de s'approcher très près du point d'arrivée. Tenez-vous à une distance suffisante pour que la cible ne passe pas au travers de votre snare pendant l'animation de lancement du Quantum Travel, mais restez loin de la planète pour éviter le com-arrêt et l'orbite. Bon, pour finir, on va parler du Mantis. Autant j'ai vanté les mérites et la polyvalence du Cutlass Blue dans la dernière vidéo, autant le Mantis est un vaisseau laser focus sur seulement quelques fonctionnalités. Vous connaissez tous maintenant la blague consistant à dire que le Ares de Crusader est un canon avec un vaisseau construit autour. Eh bien, en ce qui concerne le Mantis, on pourrait dire la même chose en affirmant qu'il s'agit d'un système QED avec un vaisseau construit autour. Il s'agit d'un petit vaisseau léger avec seulement des composants de taille 1, dont 2 boucliers, 2 emplacements d'armes taille 3 et 2 emplacements de missiles taille 3. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas vraiment taillé pour le combat et que si vous l'utilisez seul, vous ne pourrez engager que les cibles les plus faibles comme les Mauls ou les Prospectors. Son Quantum Drive sera également plus lent et l'empêchera de se repositionner facilement à l'échelle du système, ce qui peut être un problème quand on est pressé par le temps pour aller déployer un snare sur le chemin de retour d'une cible que l'on vient de trouver mais qui est à l'autre bout du système. Par contre, l'avantage des composants taille 1, c'est de donner au Mantis une signature radar qui est assez furtive, et plutôt intéressante tant qu'il n'enclenche pas son système QED. Il est aussi très bon en manœuvre, et en vitesse pure, ce qui en fait un excellent vaisseau pour coller à d'autres vaisseaux avec un dampener. Il est aussi plus rapide que tous les vaisseaux qui nous servent généralement de cible, à l'exception du Mercury Star Runner et du Karak. Mais comme je l'ai dit plus tôt, avec un snare de 20 km, même ces deux vaisseaux auront besoin de pas mal de temps pour quitter la bulle si le Mantis leur court après. Bien que ce soit un monoplace, il possède aussi un habitacle, et il peut donc potentiellement servir à emmener des caisses de mission, du loot ou du personnel.
quoique avec les nouvelles forces de réaction en 3.15, cela est devenu plus difficile. Mais l'entrée en ascenseur rend toutes ces opérations nettement plus compliquées et inconvénientes que sur un Cutlass Blue. Pour finir, je parlerai d'une chose que nous n'avons plus en jeu, mais dont nous sommes certains qu'elle reviendra, et je veux parler des mécaniques de surchauffe du vaisseau. Avant la 3.14 et l'arrivée des capaciteurs, il était extrêmement compliqué dans un Mantis avec des composants de base et si le snare était actif, de ne pas surchauffer dès que l'on tirait avec les armes, qu'il fallait recharger les boucliers ou que l'on commençait à faire des manœuvres un peu extrêmes. Avec de meilleurs composants, les choses allaient mieux, mais la surchauffe pouvait néanmoins arriver assez rapidement et vous n'étiez jamais complètement à l'abri. Et quand je parle ici de surchauffe, vous devez comprendre que c'était un arrêt complet de tous les systèmes du vaisseau jusqu'à ce que cela refroidisse, pas juste une petite alarme sur le tableau de bord. Depuis, nous n'avons plus dans le jeu de problème de surchauffe, et jouer le Mantis même avec le snare engagé est devenu un vrai bonheur. Mais CIG a toujours promis un retour de la mécanique sous une nouvelle forme que nous ne connaissons pas encore à l'heure où je publie cette vidéo. Bref, si vous la visionnez maintenant, mais encore plus si vous la visionnez dans 3 mois, 6 mois ou 1 an, renseignez-vous si cette mécanique a été depuis réimplémentée et comment elle risque d'affecter votre Mantis lorsque le snare est activé. Bon bah voilà, je crois cette fois-ci qu'on a bien fait le tour du problème. Alors maintenant, courez tous à leur ville, achetez un Mantis et commencez à chasser. Vous avez toutes les clés en main, et la dernière chose qui vous manque désormais, c'est de l'expérience en live. Et en effet, comme je l'ai dit tout au long de la vidéo, ces mécaniques sont un peu plus compliquées et sortent du cadre de l'ordinaire de ce que l'on fait 100 fois par session de jeu sur Star Citizen. Pour être plus à l'aise, il faut simplement en faire et en refaire. Et moi qui vous parle, j'ai mis pas mal de temps à me sentir confiant lorsqu'il fallait que j'utilise un QED. Mais à force de répéter, cela a fini par rentrer. Vous devez comprendre que lors d'une opération de piraterie, et même en groupe, le vaisseau QED est un peu le filet de sécurité pour tout le reste de l'équipe. Lors d'un curb stomp, si vous ratez votre MP, cela n'est pas trop grave, on perd un peu de temps, mais vous aurez l'occasion de réussir le prochain. Si vous ratez le QED, on perd la cible, et là c'est presque à tous les coups game over. Ça colle une certaine pression, mais la pression est toujours vaincue grâce à l'entraînement. Bref, j'espère que la vidéo de cette semaine vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce, ça fait toujours plaisir, voire à vous abonner si vous en voulez plus. Si vous avez des questions ou des remarques, faites-moi un retour dans les commentaires, je réponds toujours. Piraterie avec The Mongrel Squad sera comme d'habitude jeudi. En attendant, portez-vous bien, je vous souhaite bonne chasse et à bientôt. Ciao!